et on a commencé le 30 mars avec David Mani et Claire Els qui étaient là pour nous parler de l'espace, disons de l'environnement orbital, de la démocratie, de la démocratisation des questions spatiales. Donc, c'était assez intéressant. On va publier dans les jours à venir disons, les vidéos sur YouTube pour que ceux qui n'étaient pas là puissent suivre. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur d'autres sujets. Aujourd'hui, ce matin, c'est l'espace, le New Space spécifiquement. Et le soir, on va parler du nucléaire. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le nucléaire, vous devrez attendre le soir à 15 heures pour poser vos questions. Mais disons, David nous avait dit qu'il y a un lien entre les deux. Il n'a pas pu nous expliquer comment, mais peut-être que Jean le fera. De toute façon, les technologies émergentes sont connectées les uns aux autres et on verra comment aller au maximum de cette technologie-là. Donc voilà un peu très rapidement Tech Emerging Africa. On va sûrement partager nos infos dans le chat, mais pour aller très vite, c'est bien, on a fait moins de 10 minutes. Donc Jean, si tu es Oui. prêt, on va te laisser commencer cette conférence intéressante. Donc Jean, tu as la parole, tu peux voilà, dérouler la conférence comme tu le souhaites. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci, cher Ramon, et à tous les organisateurs de m'avoir convié à cet événement que j'apprécie en tant que passionné de l'innovation, des nouvelles technologies, des technologies émergentes et des questions de développement africain, de la jeunesse et tout. Je suis aujourd'hui très heureux de participer à cette conférence qui sera pour moi une ouverture pour aider et permettre aux jeunes Africains et aux Africains en général de s'intéresser à ces technologies qui changent la donne et qui vont effectivement permettre à notre continent de prendre le dessus des questions liées à l'innovation et au développement. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et commencer à dérouler effectivement la présentation en même temps en expliquant qu'est-ce que le New Space et ses utilisations possibles pour notre continent. Voilà. Alors, je partage mon écran. Ouais. Vous voyez mon écran, j'imagine. Oui, on voit l'écran. Merci. OK. Alors, donc, je disais, moi, c'est Jean Koivogui. Pour rappel, je suis de la diaspora, donc originaire de la Guinée-Conakry. De formation initiale, je suis ingénieur en génie civil. J'ai réussi effectivement à travailler dans ce domaine et par la force des choses, je me suis beaucoup intéressé à l'innovation et à la technologie et qui m'ont amené à aussi découvrir l'univers du spatial en menant des projets dans ce sens. Et effectivement, grâce au spatial, j'ai aussi continué à travailler sur d'autres technologies émergentes comme l'IA, dans quoi je suis aujourd'hui impliqué en plus du spatial. Donc, voilà un peu qui je suis. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble qu'est-ce que le New Space. Alors, pour commencer, sans plus tarder, il faut juste savoir que le New Space, définition inclus, ne, ne change pas trop le spatial en général, mais c'est les pratiques qui changent. Le New Space, c'est tout simplement la nouvelle économie du spatial. Alors, pourquoi on appelle nouvelle économie du spatial? C'est que le spatial, à la base, avant l'avènement du secteur privé, était un domaine assez réservé aux institutionnels, c'est-à-dire des grandes agences spatiales comme la NASA, le CNES en France, si on prend l'équivalent français, l'ISRO en Inde et tant d'autres et que le secteur n'était pas habilité à être ouvert au secteur privé. Donc, pour y investir, c'était assez compliqué parce que les investissements étaient très colossaux et ça demandait beaucoup de, 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 de pratiques institutionnelles et de tracasseries et c'était super compliqué. Alors, le New Space est apparu récemment dans les années 2000 grâce à l'avènement de certaines, certaines opportunités.
qui ont permis de développer effectivement un volet privé du spatial, notamment avec l'arrivée des entrepreneurs du secteur privé qui ont investi dedans. Notamment, le plus connu, c'est Elon Musk, Jeff Bezos avec Blue Origin, Elon Musk avec SpaceX et tant d'autres. Alors, donc, parlant de cette historique, donc, on comprend que le New Space, c'est l'ouverture du spatial vers le secteur privé. Et qui parle du secteur privé, c'est comment on va transformer le spatial euh, à effectivement rendre utile les usages du spatial dans le quotidien. Donc, cela inclut la commercialisation même des services du spatial, issus du spatial. En parlant de services issus du spatial, on a plusieurs niveaux. On peut avoir l'imagerie satellite, on peut avoir les données de télécommunication et la découverte de nouveaux marchés et aussi comment rendre ces solutions ou ces services accessibles à tous, comme effectivement comment donner l'Internet via les satellites, comment transformer effectivement nos pratiques agricoles et tant d'autres grâce aux satellites, etc. Par rapport à l'Afrique, l'Afrique a toujours un peu pris du retard dans les nouvelles technologies, mais récemment, nous avons constaté que l'industrie spatiale a commencé à prendre un autre élan et grâce effectivement à quelques investissements et à la création de nouvelles agences. L'année 2021 a été marquée par d'investissement de plus de 19 milliards de dollars et avec une croissance qui est autour de 17 milliards qui pourrait atteindre les 25 milliards à peu près en 2026. Et plus de 200 entreprises, notamment dans les pays hautement émergents comme l'Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que le spatial diffère du New Space? Donc, ça revient à ce que je disais. Le spatial, classiquement parlant, nécessite beaucoup d'investissements et des approches assez conservatrices et l'accessibilité presque impossible parce que le spatial, à la base, ne travaillait pas sur comment utiliser les services du spatial pour le secteur privé. Donc, c'était axé sur des investissements, axés sur les infrastructures spatiales, c'est notamment la construction des fusées, la construction des navettes spatiaux. Les fusées, ce sont des lanceurs, donc ce sont des équipements ou des véhicules spatiaux qui transportent les satellites vers l'orbite basse, l'orbite haute et l'orbite moyenne, et la Station spatiale internationale pour des recherches scientifiques et tout, et tous ces équipements au sol comme des antennes au sol. Maintenant, le New Space vient changer le paradigme. Donc, se dit comment créer de l'agilité dans ce système, c'est-à-dire comment permettre d'abord aux résultats issus des services spatiaux comme l'imagerie satellite, qui étaient préalablement utiles aux grandes agences, au gouvernement, utiliser cette donnée pour les entreprises, pour des PME, etc. Donc, les valoriser et aussi réduire les coûts de, de transformation, d'usinage et de fabrication de tout ce qui est équipements spatiaux, de tout ce qui est engins spatiaux. Donc, c'est ce qui a permis effectivement de parler d'aujourd'hui des programmes de nanosatellites, c'est-à-dire les petits satellites qui aujourd'hui ont permis de réduire le coût de la fabrication des satellites à plus de 20%. Également, euh, la création effectivement des programmes de connectivité par satellite comme Starlink et de télécommunication et même également aujourd'hui de tourisme spatial parce que avant le tourisme spatial, c'était presque les astronautes ou les cosmonautes selon comment on se situe parce que les Russes appellent cosmonautes ou spationautes et nous, on appelle astronautes dans le système francophone. Donc, ce sont eux qui étaient habilités à aller dans l'espace.
Mais grâce au New Space, il y a des programmes qui se développent pour amener les humains à découvrir l'espace pour du loisir, donc le tourisme spatial. Et il y a des entreprises qui font ça comme Origin et tant d'autres. Et l'Internet par satellite, Elon Musk, grâce à son programme de Starlink et d'autres qui veulent le concurrencer, etc. Donc, tous ces services-là font que le New Space permet aux humains ordinaires, aux humains lambda comme nous, à comprendre et à se servir du spatial, même si on le faisait sans le savoir, parce que au quotidien, il faut se rappeler que tout le monde utilise du spatial, parce que les télécommunications, même les données bancaires aujourd'hui, les distributeurs communiquent grâce effectivement aux données ici du spatial, grâce aux données de télécommunication. Mais démocratiser cela, c'est à partir effectivement du concept New Space. Alors, donc, les origines, pour un peu revenir, ce que j'ai un peu abordé, c'est effectivement l'avènement de ces grands entrepreneurs, Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, qui développent un programme de tourisme spatial et tout. Et les acteurs du spatial et du New Space, ce sont des anciens acteurs aussi qui ont, grâce à l'avènement des nouveaux acteurs, qui ont développé des programmes. Donc, les acteurs du spatial, classiquement parlant, ce sont des grandes agences comme le CNES, la NASA, l'ISRO, c'est l'agence spatiale indienne, le JAXA, c'est l'agence spatiale japonais, et des organismes privés, mais qui travaillent avec des États, c'est Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Arianespace en France et tant d'autres. Donc, ce sont des grands acteurs du spatial, mais aujourd'hui qui développent des volets New Space pour effectivement répondre à la concurrence des privés et aussi en collaboration avec ces privés parce qu'il faut savoir aujourd'hui, la NASA travaille étroitement avec Jeff Bezos, avec Elon Musk pour alimenter l'ISS, l'Agence spatiale internationale, en ressources et aussi en astronautes. Parce que depuis qu'ils avaient perdu le marché au profit des Russes, les États-Unis n'avaient plus de moyens pour envoyer les hommes dans l'espace. C'est grâce effectivement au programme SpaceX de Elon Musk qui a permis aux États-Unis de développer effectivement ce nouveau programme et de prendre le relais au fait de prendre l'avantage sur les Russes parce que Elon Musk a été beaucoup plus créatif juste en se disant que aller dans l'espace une fois et revenir, reprendre encore le processus était beaucoup plus coûteux, mais comment faire des fusées ou les lancer réutilisables pour réduire le coût a changé complètement la donne. Donc voilà un exemple de New Space et en se disant, en faisant cela, il va aussi mettre en place un programme de colonisation de Mars. Et ce développement a nécessité effectivement un système de développement de lanceurs beaucoup plus efficace comme, comme le lanceur actuellement en cours de test pour Mars. Starship et également Crew Dragon qui a fait beaucoup de voyages à la station spatiale en fabriquant effectivement ces engins, Elon Musk a découvert une niche. Donc, vu qu'il envoie des engins dans l'espace et pour des objectifs lointains, pourquoi ne pas utiliser ces engins, l'envoi de ces engins pour mettre en place un système de covoiturage spatial? Donc, au lieu d'envoyer ces engins vides, pourquoi ne pas charger ces engins avec des satellites qui appartiennent aux États, mais dont ces États n'ont pas les moyens pour développer leurs propres infrastructures de lanceurs parce que c'est assez coûteux. Il faut une usinage, une industrialisation conséquente. Il faut aussi des, 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 des aménagements et des équipements. Donc aujourd'hui, la plupart des États ou des organismes privés qui ont des ambitions spatiales passent par Elon Musk et d'autres concurrents comme OneWeb et tout, pour mettre leurs satellites en orbite. Donc, ça, c'est des cas d'utilisation du New Space euh, grandeur nature. Alors, côté africain, nous avons remarqué aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'initiatives
d'initiatives spatiales en Afrique. Notamment, on a assisté récemment au développement de programmes spatials africains autour au fait, dans plus de 20 pays. Bon, avec des degrés et des niveaux d'investissement et de développement différents. Mais les plus connus, c'est le programme spatial sud-africain qui a une certaine notoriété et une certaine assise. Il y a aussi les pays comme l'Algérie qui ont des programmes spatiaux un peu avancés, le Kenya et tout récemment, en cours d'émergence, on a en Afrique francophone, c'est le Sénégal et d'ailleurs dont le lancement est étudié et dont le marché appartient à des entreprises françaises que je connais, notamment l'agence spatiale de l'Université de Montpellier et également en partenariat avec une start-up avec qui nous sommes en collaboration dans notre programme de l'Alliance New Space, une organisation que j'ai cofondée ici qui s'appelle Prométhée New Space. Donc, voici un peu quelques exemples. Et on assiste aujourd'hui à plus de 270 entreprises dans divers domaines du New Space en Afrique et beaucoup en Afrique du Sud et dans certains pays hautement avancés. Alors, parler du New Space, il faut savoir aujourd'hui, le New Space est une appellation à différentes échelles. Donc, on a le New Space derniers utilisateurs, c'est-à-dire appelé le downstream, le New Space du secteur au fait intermédiaire, euh, le middle stream et le New Space effectivement au fait, du très haut niveau, l'upstream. Donc, la différence entre ces niveaux sont au fait, la différence existe entre l'exploitation, la fabrication et les équipements. Donc, quand on prend le downstream, c'est-à-dire le troisième niveau, c'est tout ce qui concerne l'utilisation des ressources issues du spatial et les services allant à valoriser ces ressources spatiales. Donc, à titre d'exemple, comment on va tirer parti des images satellites, par exemple, pour répondre aux besoins de la population. On peut l'utiliser, par exemple, pour la surveillance des zones agricoles, pour effectivement le traitement des données sur la démographie, sur la biodiversité, et a également les données de télécommunication, les services GNSS, les données de géolocalisation, etc. Et tous les services qui tendent à transformer ces solutions ou ces services, pardon, et ces ressources font partie de la partie downstream. C'est-à-dire quand on met en place des systèmes de transformation via des applicatifs pour transformer, par exemple, l'image satellite en applicatif utile pour tel ou tel secteur, pour la logistique et tout. Tous toutes ces ressources et tous ces services font partie effectivement du secteur downstream ou du niveau downstream du New Space. Et le middle stream, c'est la partie qui concerne les satellites, les antennes, les équipements au sol et les services aussi de ces équipements, c'est-à-dire les services de maintenance, les services de développement de plateformes ou comment je peux dire, de gestion effectivement des satellites en orbite, ainsi de suite. Et le haut niveau du New Space, c'est tout ce qui concerne des équipements lourds, c'est les lanceurs, c'est qu'on appelle les fusées, et les navettes des navettes spatiales et la mise en orbite de ces équipements, les gestions et également les grands équipements spatiaux comme les équipements de la station spatiale. Donc, en fonction de ces trois niveaux, suivant l'état dans lequel nous sommes, on saura à quel niveau nous, on peut, en tant qu'Africains, jeunesse africaine, du secteur public ou privé, à quel niveau on va pouvoir intervenir en tant qu'entrepreneur. Parce que les coûts d'investissement et les retours sur investissement diffèrent suivant le niveau sur lequel on se positionne. Alors, les opportunités offertes par chaque niveau sont différentes. Et là, aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur
D'après mon analyse, le segment qui est beaucoup accessible aux jeunes Africains qui voudraient bien entreprendre, qui n'est que le segment du dernier utilisateur, c'est-à-dire destiné aux utilisateurs finaux comme le segment de la partie downstream. Donc, dans ça, nous avons tout ce qui concerne les solutions ici de l'observation de la Terre. L'observation de la Terre, c'est les satellites qui sont en orbite et qui fournissent des informations sous forme imagée, sous forme de rayonnement de télécommunications, de services par Internet, etc., qui sont utiles pour entreprendre, pour résoudre des problèmes. Donc, par exemple, aujourd'hui, on peut penser à des problèmes auxquels l'Afrique est confrontée, comme l'accessibilité à l'Internet aujourd'hui, qui cause beaucoup de problèmes parce que la fibre optique, quoi qu'on dise, ne peut pas servir à tous les niveaux parce que suivant qu'on est éloigné des équipements de télécommunication, des antennes de relais, il est très compliqué de pouvoir avoir la bonne connectivité. Et c'est là, l'Internet par satellite, effectivement, peut être utile. Alors, d'aucuns me diront que oui, mais là, il faut avoir beaucoup de moyens. Certes, c'est vrai quand on pense à Starlink, mais pourquoi ne pas penser aussi à des services de distribution des solutions de Starlink? Je me rappelle, Starlink, pour s'implanter, par exemple, en Colombie, a fait un partenariat avec une entreprise locale qui fait sa distribution de ses équipements. Donc, ça, c'est juste un exemple. Il y a aussi tout ce qui concerne la télécommunication et l'exploitation des images satellites qui sont aujourd'hui d'autres sources de revenus parce que les images satellites sont beaucoup utilisées dans divers domaines d'activité, comme nous, on l'utilise aujourd'hui dans la surveillance des espaces à la fois urbains, des espaces périurbains qui peuvent servir à la défense, qui peuvent servir à l'urbanisation, etc. Il y a aussi la cybersécurité spatiale. On en parle très peu parce que le spatial est un domaine assez critique. Et quand un domaine est aussi critique, c'est que ça offre des opportunités aux personnes malveillantes de pouvoir s'attaquer aux infrastructures. Parce que vu que les satellites sont en orbite, ils sont très loin. Pour s'attaquer aux satellites, il est très difficile de le faire à partir de la Terre. Donc, les hackers attaquent les équipements au sol parce que les satellites communiquent avec les équipements au sol. Donc, c'est des antennes au sol qui, en fait, communiquent avec les satellites émetteurs, récepteurs et font la diffusion. Donc, comment protéger ces équipements via des applications de cybersécurité, etc., peuvent être des cas d'usage assez importants pour la population à la fois africaine ou pour des gouvernements africains, parce que les gouvernements africains investissent de plus en plus dans le spatial, mais auront besoin de construire leurs propres équipements. Et quand on atteindra ce niveau, il faut aussi les doter d'outils de sécurité assez conséquents. Donc, il y a plusieurs usages qu'on peut imaginer. L'agriculture aujourd'hui en Afrique, c'est le domaine de prédilection dans laquelle on peut beaucoup exploiter les données satellites parce que combiner l'imagerie satellite avec, par exemple, les données météorologiques, peut permettre à optimiser la gestion des terres agricoles, à prédire et à monitorer, c'est-à-dire à superviser effectivement la croissance des plantes, etc., etc., l'élevage et tant d'autres. Donc, à mon avis, aujourd'hui, en tant que jeune Africain, si on veut entreprendre suivant les moyens dont nous disposons, c'est d'abord commencer par le secteur des derniers utilisateurs. Et quand on va réussir dans ça et qu'on a beaucoup de moyens, certes, on peut maintenant investir dans d'autres secteurs comme la fabrication des équipements et des satellites même, et également leur mise en orbite et des lanceurs. Parce que le coût initial d'investissement dans le New Space, un projet du dernier utilisateur, est très différent d'un coût d'investissement dans dans le segment intermédiaire et dans le segment à haut niveau parce que pour d'ailleurs mettre en place une application d'exploitation de données spatiales à partir d'une dizaine de milliers d'euros, on peut le faire. Les satellites moyens aujourd'hui sont autour de 20 000 euros par unité. Pour un Africain, ça peut être trop, mais
utiliser les données satellites pour des solutions ou des services utiles à la population, avec une petite application, on pourrait facilement l'exploiter. Et sans parler de la construction des navettes, des programmes spatiaux où le coût d'investissement initial, c'est des dizaines ou des centaines de millions d'euros. Donc là, pour l'instant, ce n'est que les grandes agences qui peuvent le faire. Alors, donc, toujours dans cette continuité, je me suis dit, à ce niveau, les secteurs les plus rentables, on peut parler de la télécommunication, de l'agriculture, du transport logistique pour gérer les flux, les flux des marchandises, etc., etc. Donc, il y a pas mal de secteurs, mais j'ai pris quelques exemples. Après, chacun s'en inspirera, mais ce sont des secteurs aujourd'hui qui peuvent donner des initiatives et des idées d'entreprises rentables pour le continent africain. Alors, maintenant, parlant de ça, comment on peut faire émerger les talents dans le domaine spatial ou du New Space ou du New Space en Afrique? Il faut savoir, le spatial est toujours un domaine très passionnant, novateur, transversal, mais dans laquelle n'importe qui, dans le secteur dans lequel plutôt n'importe qui ne peut pas investir, ni s'y investir parce que ça demande la maîtrise du domaine, ça demande aussi des coûts d'investissement assez conséquents d'une part ou d'une autre, ce qui fait que pour vraiment pouvoir développer ce secteur, on a besoin d'une fusion, d'une collaboration entre secteur privé et secteur public, comme l'a été dans les pays hautement développés, les États-Unis, l'Europe aujourd'hui, l'Asie. Donc, les gouvernements ont un rôle à jouer en mettant en place des programmes d'investissement, en créant des agences spatiaux qui vont fédérer tout un programme comment je peux dire, d'innovation et créer des universités et développer effectivement des talents nationaux. Euh, donc, avec des écosystèmes comme ça, l'Afrique pourra former ses talents, faire émerger les programmes novateurs et développer ses programmes entrepreneuriaux dédiés au spatial et qui vont changer la donne et qui vont être beaucoup plus rentables parce qu'on a une chance en Afrique, c'est notre jeunesse. On a une jeunesse aujourd'hui très habile et très ouverte aux nouvelles technologies. En les formant, ça nous permettra de prendre le dessus des choses. Donc, les défis auxquels on est confronté, c'est lié effectivement à ces phénomènes que je viens de citer. C'est du financement, c'est le manque d'infrastructures, c'est la formation et la collaboration entre institutionnels et établissements privés. Le financement, c'est que les coûts d'investissement sont colossaux. C'est un secteur assez réglementé. Les infrastructures coûtent cher et pouvoir les développer, ça demande du personnel qualifié et peu d'institutions ou d'universités existent aujourd'hui en Afrique pour former les talents qui peuvent investir dans le spatial. Mais malgré ces défis, on a quand même connu où on voit l'émergence de certaines entreprises qui, malgré ces défis, prennent leur destin en main. Ce sont des entreprises qui évoluent dans différents domaines, à la fois dans la smart agriculture, l'agriculture intelligente en exploitant les données spatiales, le développement d'équipements spatiaux et tant d'autres, la livraison au dernier kilomètre grâce à des services de communication par satellite. Euh, le plus souvent des entreprises aussi situées dans les pays émergents d'Afrique comme l'Afrique du Sud. Bien, bien, euh, il est aussi bon de savoir qu'il y a aussi des initiatives plutôt dans d'autres pays comme le Kenya et quelques pays d'Afrique francophone comme le Sénégal qui a créé son agence et qui cherche à mettre en place un écosystème de jeunes pousses qu'on peut citer aussi. Alors, donc, les avantages pour l'Afrique d'émerger dans le New Space ou dans le spatial, c'est
axé sur le fait que le spatial est un domaine assez croissant, transversal et qui touche tous les secteurs en Afrique. Et les satellites deviennent encore de plus en plus accessibles grâce effectivement à la réduction de coûts. Notre jeunesse est une manne sur quoi on doit vraiment investir. Donc ça, c'est les avantages que nous avons malgré les défis. Donc pour dire qu'il n'est pas encore trop tard et qu'on peut émerger dans le spatial en se donnant un peu de moyens. Donc, alors, cette partie, c'est pour faire une petite allusion à ce que moi je développe grâce à mes initiatives personnelles. Donc, ces deux entreprises, ce sont des entreprises euh, appartenant effectivement à de la diaspora dont je suis membre. Donc, Technatium et Copernila, par exemple, ce sont des entreprises que j'ai créées ici en France et qui évoluent l'un dans l'exploitation des données géospatiaux pour servir à la résolution des problèmes socio-économiques. Et Copernilab récemment, que j'ai créé, qui utilise euh, l'intelligence artificielle pour traiter les données grâce au big data, des données multi-sources, c'est-à-dire de diverses sources de capteurs, y compris les capteurs satellites, des capteurs embarqués. Donc ça, c'est des exemples, par exemple, qui peuvent servir à la jeunesse africaine parce que ces segments sont beaucoup plus accessibles pour le développement africain. Alors, donc, au-delà de ça, je travaille un peu à démocratiser et à vulgariser ce secteur. Donc, qui m'ont poussé de mettre en place une newsletter que j'alimente toutes les semaines en contenu, notamment axé sur le spatial, axé sur les technologies émergentes. Donc, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin peuvent se connecter à cette newsletter. C'est sur LinkedIn, le lien est là et je vais partager également le support à Amon qui va partager à ceux qui voudront bien. Et j'ai listé quelques ressources qui m'ont permis effectivement d'alimenter cette présentation. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport au New Space. J'ose espérer que ça a répondu à pas mal de questions et je reste toujours disponible à répondre à vos questions et au-delà même de cette conférence, à nous connecter les uns aux autres pour continuer l'aventure ensemble. Je vous remercie. Ok, merci Jean Koivogi pour cette conférence. Je suis sûr que en tout cas les uns les autres on peut apprendre beaucoup. Les liens, je me ferai le plaisir de partager ces liens à ceux qui sont là, peut-être même directement maintenant dans le chat si possible, que ceux qui peuvent aller directement le fassent. Il y a des questions, je vois, il y a Souleymane qui a posé des questions. Il y a aussi d'autres questions qu'on m'envoie en privé. Donc, peut-être on Oui, va passer directement à la partie de questions en ok. espérant que voilà, le temps nous permettra de répondre à ces questions-là. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main et on vous donne la parole, ou bien si vous n'êtes pas disposé, vous pouvez le faire par chat, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui m'envoient en privé, c'est aussi possible si vous ne voulez pas, on ne sait pas. Voilà, vous pouvez le faire également. Donc, peut-être, on va commencer avec la question qu'on voit qui est publique là. Souvent, il demande, peut-on avoir accès facilement et gratuitement aux données satellitaires? Et il demande les outils qu'il faut utiliser pour le traitement de ces données et comment développer davantage les compétences en matière de spatial. Donc, voici des questions de départ avant que je pose d'autres questions. Voilà. Ok, merci pour cette question. Donc là, pour répondre à la première question, oui et non. Alors, les données spatiales, ça dépend de quel type de données. Oui, dans la mesure où si on prend en compte des données grand public, comme des données d'imagerie satellite euh, de basse résolution, souvent utilisées dans l'agriculture, dans la surveillance de la biodiversité, etc.
Donc, ces données, le plus souvent, sont offertes gratuitement par des sociétés, des agences euh, publiques comme le CNES en France, qui met en place avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui publient des données sur des différentes plateformes qu'ils ont développées pour permettre aux États, pour permettre aux étudiants ou aux chercheurs de développer des applicatifs à partir des plateformes euh, distributrices effectivement de données spatiales. En revanche, suivant le niveau de la donnée en termes de résolution, en termes de fréquence, par exemple, une imagerie satellite de très basse résolution qu'on peut utiliser pour l'agriculture ne sera pas la même qu'une image satellite de haute résolution, par exemple, utilisée pour l'agriculture de précision ou pour, par exemple, euh, comment on appelle ça, le GEOIN, le géospatial intelligence, c'est-à-dire le renseignement, donc dans le domaine militaire. Je prends un exemple concret. Par exemple, les données de géolocalisation qu'on utilise aujourd'hui, qui sont gratuites, parce que quand vous utilisez votre GPS, vous êtes synchronisé sur trois fournisseurs. Il y a le GPS américain qu'on connaît, il y a Galileo qui est l'équivalent, et il y a GLONASS, les Chinois. Donc, au fait, le système, nos téléphones sont synchronisés à exploiter les données quand vous faites votre requête en fonction de votre position, de vous orienter vers la donnée la plus accessible dans votre région. Mais ça, ce n'est que effectivement pour vos déplacements. Mais imaginez, vous voulez aller, parce que là, c'est de la précision métrique, c'est-à-dire à quelques mètres près de l'objectif. Mais si vous voulez aller au centimètre et au millimètre près de résolution, ce ne seront plus les données gratuites. Il faut souscrire à des données et à des sources payantes. Donc, c'est suivant la résolution, suivant le besoin, les données peuvent être gratuites et non gratuites, donc non libres d'accès. Donc, ça, c'est en réponse à votre première question. Alors, les outils de traitement des données aussi dépendent de quelles données, de quel usage. L'un des meilleurs l'une des meilleures manières de traiter aujourd'hui les données, c'est par l'IA. Si on reste dans le cadre, par exemple, de l'imagerie satellite, que je cite comme un exemple, parce que l'imagerie satellite, c'est des données brutes qu'on reçoit, qu'il faut traiter à partir de systèmes de traitement de données pour extraire des informations, c'est-à-dire comment on va pouvoir, dans notre cas par exemple, comment on utilise l'imagerie satellite pour extraire les données au sein de ces images afin d'identifier des objets et des formes. Par exemple, dans l'imagerie satellite, quand on traite une imagerie satellite, on va pouvoir identifier les routes, on va pouvoir identifier les bâtiments, on va pouvoir identifier les sources d'eau, etc., etc. Donc, grâce à un traitement par l'intelligence artificielle, on peut également faire manuellement, mais ce qui est très fastidieux, et en fonction du volume de données, c'est assez compliqué, d'où l'importance d'utiliser les techniques d'intelligence artificielle, notamment de la computer vision, donc de la vision par ordinateur, qui permettent effectivement de faire la reconnaissance d'objets et de formes et à partir de là, faire des applications de suivi de changement, donc le change detection. Alors, comment développer davantage des compétences en matière spatiale en Afrique? C'est par tout simplement l'enseignement. Il faut des académies spécialisées. Il faut aussi de la collaboration avec d'autres entreprises privées qui sont aussi assez matures dans le spatial et qui mettent en place aujourd'hui des enseignements privés, des enseignements des fois gratuits ou des ressources gratuites ou des programmes de thèse ou même de master. Donc, si vous êtes en Afrique, vous souhaitez en fait, vous former en Afrique, il y a des programmes accessibles en ligne, il y a même des programmes aussi accessible à partir de concours pour participer à des hackathons, à des formations master jusqu'au niveau doctoral, soit en ligne ou en présentiel. Donc, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je peux donner pas mal de ressources
que je connais ici en Europe et aussi aux États-Unis, fournis par les organes comme la NASA, le CNES, comme Airbus, l'ISS, l'ISS où moi j'ai fait une formation, etc. Voilà. Donc, j'ose espérer avoir répondu aux trois questions. Effectivement, on espère que sûrement, si tu as des follow-up, n'hésite pas à continuer à poser des questions. On a juste un peu de temps. Mais on continue avec Diane Kabore qui demande comment avoir accès aux opportunités d'investissement dans ce domaine. Alors, effectivement, ça, c'est une très bonne question et c'est l'une des questions les plus pertinentes dans la mesure où le spatial, sans parler d'abord de l'Afrique, est un domaine où les investissements manquaient. Parce que vu qu'avant, c'était le public qui gérait ce secteur et que des grandes agences, ça n'était pas ouvert aux investisseurs. Et les investisseurs étaient assez frileux, assez peureux à investir dans le spatial parce que le spatial était mal compris dans la mesure où, quand on parlait de spatial, les gens voient l'exploration spatiale, c'est-à-dire les astronautes qui vont dans l'espace et qui, euh, qui, euh, qui, qui font des missions scientifiques. Or, le spatial, c'est un tout. Le New Space, c'est comment se servir des données du spatial pour pouvoir les utiliser dans le civil. Alors, donc, pour accéder maintenant au financement, ça dépend de quel secteur. Donc, si vous investissez dans le New Space, c'est-à-dire dans le segment, dans l'un des derniers segments, par exemple, l'exploitation des données spatiales pour développer l'agriculture, juste un exemple assez basique, c'est que là, c'est en plus de l'usage du spatial, vous allez beaucoup mettre en avant l'utilité effectivement de la ressource au compte d'un programme agricole. Et ce n'est que par ça que vous pouvez convaincre un investisseur. Donc là, ça vous permet de diversifier votre portefeuille d'investissement. Donc c'est souvent via les fonds d'investissement classiques. Après, en Afrique, je ne sais pas, il n'y a pas encore assez de fonds d'investissement dédiés uniquement au spatial, comme ça s'est développé en Europe ou aux États-Unis, mais pour le faire en Afrique, il faut d'abord plutôt choisir des segments et valoriser effectivement l'utilité pour que l'investisseur ne voit pas trop le côté high-tech du spatial qui fait peur parce que les gens vont penser que le retour sur investissement est assez long. Or, ce n'est pas forcément ça. Donc, mon conseil serait d'abord de dire, OK, on va développer tel secteur d'activité comme le transport, la logistique, en utilisant l'imagerie satellite et autres, mais pas dire vraiment nous investissons dans le spatial, on cherche du financement via le spatial. Ça va les faire peur si vous n'êtes pas, s'ils ne sont pas spécialistes également. Donc, voilà un peu comment je pourrais répondre à cette question. Effectivement, donc c'est une question peut-être d'approche euh, Exactement. voilà, qui peut aider aussi. Il faut être prêt à recevoir un investissement. Donc, merci pour la réponse. Il y a une longue intervention de Issouf Yangouliba que je vais rapidement lire. Il dit qu'il est ravi qu'on mentionne la possibilité d'utiliser les données satellites pour les analyses météorologiques et climatiques. Il dit que c'est un grand atout pour les chercheurs qu'ils sont, car les équipements de mesure au sol ne sont pas parfois bien répartis dans les pays africains surtout. Et il dit qu'au Sahel, où le terrorisme sévit et où en fait il y a le sabotage des équipements, ces données satellitaires sont d'une utilité sans précédent. Donc voici voilà, une raison pratique de l'utilité de ces satellites. Mais il dit cependant, la qualité de ces données n'est pas toujours évidente, surtout lorsqu'on s'intéresse aux données journalières ou horaires, qui peuvent en fait permettre de faire des prévisions sur les catastrophes que vivent les villes africaines. Donc, à l'échelle mensuelle, ces données satellitaires ont montré leur intérêt, mais à pas il dit sur le plan journalier, il y a un souci. Donc, peut-être qu'il va corriger cette page, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Et il pense que cela est lié à ces satellites qui sont conçus pour des pays européens et pas pour l'Afrique. Donc, l'Afrique devrait s'affirmer pour investir, développer des technologies satellites. Donc, Jean, commentaire par Mhm. rapport à ce qu'il vient de dire.
Oui, alors c'est un très bon commentaire. Je remercie comment il s'appelle, à monsieur, Youssoupha, c'est Issoufou, Issoufou, voilà. hein. Voilà, Oui. monsieur Issoufou pour cette précision. Effectivement, c'est un des exemples ou quelques exemples pratiques d'utilisation des services spatiaux. Et aussi le fait que vous avez mentionné qu'on a une disparité d'accessibilité et de qualité de la donnée. Cela s'explique par plusieurs raisons. Il faut savoir que les satellites tournent autour de la Terre et chaque satellite euh, n'est qu'un boîtier qui embarque des capteurs. Et suivant les capteurs embarqués, soit c'est des capteurs optiques, des capteurs qui mesurent de la température, etc., etc., on va recevoir des informations qui diffèrent. Et également, suivant ce qu'on appelle la fréquence de revisite, c'est-à-dire la fréquence par laquelle un satellite va passer autour d'un point donné. C'est-à-dire, si on prend par exemple Ouagadougou aujourd'hui, quelle est la fréquence de passage d'un satellite sur Ouagadougou? Est-ce que c'est une journée, c'est 2 jours et 3 jours? Et c'est là l'important d'avoir des programmes nationaux parce que si c'est un programme appartenant à une grande agence comme Airbus et autres, il a une mission et sa mission, c'est de parcourir le globe terrestre suivant les endroits qui lui ont été fixés comme itinéraire. Donc, du coup, dans son itinéraire, forcément, si vous n'êtes pas dans ce réseau, vous aurez une fréquence assez basse ou une revisite assez basse. Donc, ça fait que si on n'a pas, nous, nos propres agences, ou si on n'a pas les moyens de programmer effectivement les revisites spécifiques sur nos points, on va recevoir des données de très moyenne qualité ou basse qualité. Donc, d'où l'important de développer nos propres programmes et d'investir dans nos propres équipements. Donc, c'est d'abord une question de souveraineté. Et après, pour corriger cela, comme vous avez dit, il y a des fréquences journalières, il y a des fréquences mensuelles, mais quand on a les moyens et quand on a des besoins spécifiques, on peut faire à la demande. Par exemple, nous, on travaille avec des fournisseurs qui sont là pour programmer des satellites à l'instant T. Si vous souhaiteriez que ces satellites passent autour d'un point, à l'instant T, ce satellite peut passer sur le point donné. Après, il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est le temps de traitement. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches en cours parce que entre le temps que le satellite prend pour capter la donnée, le temps de restitution et le traitement, ça peut prendre plusieurs heures, voire même des jours. Et ce qui fait que aujourd'hui, il y a un phénomène qui se développe, mais qui n'est pas encore assez au point, c'est le edge computing. Donc, c'est le traitement à bord des satellites, c'est-à-dire comment permettre aux satellites de traiter les données à bord une fois qu'ils ont capté, de les traiter et de restituer directement l'information qu'ils ont captée, pas sous la forme brute, mais sous la forme déjà traitée ou pré-traitée. Donc, il y a ce facteur, et ça peut être, par exemple, des sujets de recherche et développement pour certains étudiants. Comment embarquer des équipements, c'est-à-dire des micros ou des nanos ordinateurs qui sont embarqués sur les satellites qui font du traitement grâce à l'intelligence artificielle. Quand le satellite capte une donnée, qui le traite directement et qui l'envoie, et ça va réduire le temps de traitement et la qualité de traitement qu'au lieu que le satellite prend envoie à la station de traitement et les hommes traitent soit semi-manuellement ou automatiquement. Donc, ça va prendre forcément du temps. Donc, il y a plusieurs programmes comme ça qui pourront être des opportunités de développement et de recherche ou d'investissement. Ok, super. Merci encore pour la réponse. Ça suit quand même les questions. Il y a Arma du Burkina qui dit que effectivement le Burkina rencontre des défis sécuritaires à cause de la montée des groupes terroristes. Il dit comment le New Space et ses applications peuvent contribuer au renseignement pour la localisation de ces groupes et le tracking en temps réel. Et il ajoute, est-ce qu'il est possible d'avoir des données cartographiques détaillées
sur nos ressources minières? Voici une autre question qui demande une réponse. Alors, bonne question et ça me pousse à faire un peu la publicité de mes activités. Alors, du coup, effectivement, la montée du terrorisme, du grand banditisme et tous les phénomènes de contrebande ont les réponses directes et indirectes au travers les données satellites. Il faut savoir, pour prendre l'exemple tout simplement, la guerre en Ukraine nous a montré comment les données satellites peuvent jouer un rôle important dans la tournure effectivement des conflits quand il y a eu la guerre en Ukraine, euh, étant donné que les Ukrainiens n'avaient pas de programmes spatiaux assez aboutis, ils ont fait appel à des entreprises privées comme SpaceX pour la navigation, pardon, pour la connectivité, comme Maxar pour les données d'imagerie satellite en temps réel, ce qui les a permis de stopper ou de réduire l'impact en fait, mon intervention n'a rien à voir avec ma position, ma position politique ou autre. Donc, je donne juste un exemple de réduire effectivement l'impact de l'avancée des Russes parce que ça les permettait d'identifier la position effectivement des troupes donc, la position des troupes, la position ou l'avancée effectivement des troupes à travers l'analyse des images qui les revenaient. Et les Russes aussi utilisaient les mêmes informations, ce qui fait que il est très difficile aujourd'hui pour deux nations qui exploitent le spatial. Il est très difficile à l'un ou à l'autre, à l'une ou à l'autre de prendre de l'avantage parce que tout ce que tu fais comment je peux dire, camouflage l'autre voie, parce que les données sont traitées automatiquement et instantanément. Donc, il y a aussi le côté de la télécommunication, la guerre électronique, effectivement. Et là, Elon Musk a joué un rôle important d'ailleurs dans la guerre en Ukraine, parce que quand les Russes ont bombardé les infrastructures de télécommunication, les, les Ukrainiens ne pouvaient plus communiquer, c'est-à-dire surtout l'armée ne pouvait plus communiquer ou passer des messages parce qu'il n'y avait plus Internet, il y avait plus, le système radio ne marchait plus. Donc, le ministre des Postes et Télécommunications a demandé à Elon Musk dans son récit que vous cherchez, au moment où vous cherchez à gouverner ou à coloniser Mars, il y a les Russes qui cherchent à nous gouverner. Est-ce qu'il ne serait pas possible que vous pensiez à l'humanité? Donc, Elon Musk a mis en place, il a détourné une partie de ces satellites de Starlink pour servir à l'Ukraine. Et cela les a permis de restaurer tous leurs systèmes de communication, guider les communications des commandements militaires et aussi orienter les missiles, etc., etc. Donc, les Russes aussi font la même chose. Donc, à titre d'exemple, on peut utiliser les mêmes principes pour localiser les contrebandiers ou les terroristes en Afrique. Et nous, notre entreprise, ou nos deux entreprises, que ce soit TechNation et Copernilab, on utilise effectivement des technologies de traitement de données satellites pour faire le suivi de changement, c'est-à-dire au sein d'une image, on va pouvoir détecter quand on compare l'image d'hier par rapport à l'image d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui peut être analysé comme ou être interprété comme un changement. Un changement peut être, par exemple, l'identification, par exemple, de campements illégaux, l'identification de mouvements de personnes inconnues, etc., etc. Et dans le domaine minier, pareil, par exemple, à titre d'exemple, il y avait le CNES qui avait lancé un challenge pour développer des plateformes de détection d'orpailleurs illégaux, par exemple en Guyane. Ça, c'est un cas d'usage qu'on peut mettre en place en Afrique en plus de la sécurisation même des sites industriels, parce que grâce à l'analyse des données satellites, on peut identifier au fait l'évolution des exploitations illégales et des activités minières illégales, ou même identifier même, parce qu'au fait, il y a des satellites qui embarquent des rayonnements, pardon, qui embarquent des radars à infrarouge et autres au travers des satellites sans faire des sondages approfondis, identifier quelles sont les teneurs en jugement d'une zone à une autre, etc. Donc, il y a plusieurs cas d'usage
que nous pouvons développer grâce aux satellites. Et l'avantage aujourd'hui qu'on a, c'est que les satellites sont devenus assez miniaturisés, donc les données sont accessibles, soit sous forme payante, mais suivant aussi l'usage, certaines formes gratuites. Il faut mettre en place des systèmes de traitement. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui se sont spécialisées dans ça. Et nous, notre segment, vraiment, c'est ça. Et d'ailleurs, dans une semaine, on présente une plateforme de sécurisation d'infrastructures et de sites sensibles grâce au traitement de données appliquées aux satellites et à d'autres sources de données. C'est-à-dire, on va pouvoir être en mesure d'identifier tout changement euh, dans une image satellite, mais aussi ce que l'image satellite ne fournit pas, parce que l'image satellite, nous sommes dans le domaine optique, mais quand nous sommes comment je peux dire, quand il fait nuit, comment vous faites? Donc, il y a des satellites spécialisés comme les SAR, les radars à synthèse de vertu, qui permettent aux satellites de voir même quand il fait obscur. Après, il y a aussi des rayonnements qui ne sont pas visibles et d'où l'importance d'intégrer des données comme les données radio, les données radar au sol pour identifier, par exemple, les sons, pour identifier des bruits. Cela permet, par exemple, de détecter les drones malveillants, etc., etc. Donc, voici quelques exemples d'utilisation, mais pour ceux qui souhaiteraient en approfondir, je reste joignable après cette conférence. Super, super. Donc j'espère que Armand, tu as eu les bonnes réponses. Alors, peut-être je vais poser une autre question relative aux nanosatellites. Est-ce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du downstream, mais côté équipement, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est recommandé pour l'Afrique de au moins voilà, développer ses propres nanosatellites? C'est qu'il y a des CubeSats qui sont là. Il y a un commentaire sur cet aspect-là. Oui, euh, ah bon, je ne sais pas s'il y a un commentaire, mais moi, je peux faire un commentaire si quelqu'un a Vas-y. déjà une idée. OK. Donc, je disais, c'est un secteur qui est assez utile pour l'Afrique et aujourd'hui, dans quoi l'Afrique peut investir et surtout sur le plan de souveraineté. Étant donné qu'un satellite est juste un équipement qui embarque plusieurs équipements et plusieurs capteurs, donc, quand on fabrique ses propres satellites, on va pouvoir fabriquer, pardon, ou embarquer nos propres capteurs. Et en fonction de nos capteurs, on va pouvoir effectivement gérer les communications ou les données qui sont issues de nos capteurs que si on commandait les résultats via un autre satellite dont on ne connaît pas tout, tous les tenants et les aboutissants, les capteurs qu'ils ont embarqués. Donc, d'où l'important d'avoir nos propres programmes satellites de la fabrication bout en bout, c'est-à-dire fabriqués par des organismes africains. Tu ne verras jamais, par exemple, la France commander ses satellites à Boeing, ce n'est pas possible ou les États-Unis commander ces satellites à la Chine, c'est pas possible, et vice-versa. Au départ, oui, mais quand on atteint un certain niveau, la souveraineté, il faut fabriquer ses propres satellites parce que avec le système de capteurs, on peut embarquer sur un satellite, un capteur espion qui va pouvoir peut-être vous transmettre les données dont vous avez besoin, mais après cela, il y a un capteur qui, par exemple, écoute les communications ou prennent des images de sites sensibles sans que vous ne soyez au courant. Donc, d'où l'important qu'on maîtrise effectivement ce secteur. Et je pense que c'est beaucoup maîtrisable si c'est au niveau des États ou des entreprises qui ont un peu les moyens, parce que grâce aux nanosatellites et au développement de CubeSat, aujourd'hui, on peut avoir des programmes satellites moins coûteux parce qu'il y a des plateformes de développement qui permettent de vous accompagner bout en bout de la gestion de projet jusqu'à l'assemblage et la mise en orbite. On passe par d'autres agences et la gestion même du système en orbite, effectivement, on peut le gérer. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire en commentaire. Je pense que c'est un secteur dans lequel les entrepreneurs africains pourraient investir afin même en fait, d'impacter la souveraineté africaine. Donc là, accompagner les États à assurer leur souveraineté, par exemple, grâce au programme comme ce dernier. Ok, super, super. Alors, il y a sûrement, dans quelques minutes, on va arrêter. Donc, ceux qui ont des questions rapides, peuvent les poser et puis contacter après Jean. Sûrement qui dit le système bancaire devrait mieux
devait être mieux sensibilisé par rapport aux opportunités énormes dans le secteur. Effectivement, plus de banques, parce que je sais que certaines banques utilisent les satellites pour leur guichet. Peut-être, Jean peut peut-être confirmer cela, même au Burkina, il y a certaines banques, mais pas Oui, toutes. oui. Euh, Mhm. Ensuite, Je il y confirme a effectivement. Adama. Ok, merci. Il y a Adama Koulibaly, il dit son commentaire, la récente, la récente ambition spatiale du Burkina à travers le projet du professeur Frédéric Ouattara. Qu'est-ce qui était possible? Alors, ce serait bien de pouvoir effectivement contacter le professeur Frédéric Ouattara. Je ne sais pas si Jean Covegui le connaît. Je ne sais pas, tu as entendu parler du professeur Frédéric Ouattara? Oui, j'ai entendu parler de ce programme, mais je ne connais pas comment le programme a été conçu et quelle était la mission. Donc, je peux pas commenter ce sujet parce que moi-même, je souhaiterais bien m'informer sur le programme en question. Si j'ai Ouais. plus d'informations, ça m'aiderait pour ma culture personnelle et peut-être pour comprendre comment ça a été conçu et où est-ce qu'ils en sont. Ok, super. Donc, ben, on peut se donner une mission, aller voir le professeur Ouattara et puis peut-être parler des initiatives locales dans votre newsletter, ce que le professeur Ouattara fait. On verra bien comment c'est possible. Donc, Adama, ben, Exactement. on va faire ça une mission et voir où est-ce que ça peut aller. Alors, peut-être Exactement. deux dernières questions. Armand encore il demande si on a des données sur le nombre de pays africains disposant de leurs propres satellites ou nanosatellites. Et il dit le Burkina a construit un satellite par le professeur Ouattara. Est-ce qu'il y a une avancée majeure? Alors, ça revient à la même question de Adama, mais déjà, on sait les pays qui ont leurs satellites en orbite? Alors, aujourd'hui, bon, je ne peux pas dire exactement parce qu'il y a certains qui ne communiquent pas encore dessus, mais je sais qu'il y a une vingtaine de pays qui ont des programmes spatiaux. Maintenant, un programme spatial ne veut pas dire forcément qu'ils ont déjà les satellites en orbite. Ils peuvent être en phase de réflexion, ils peuvent être en phase d'étude de projet, ils peuvent être déjà en phase avancée avec un satellite en cours de fabrication comme le Sénégal, mais qui n'est pas encore fini, qui est en cours de fabrication et le lancement n'est pas encore fait. Mais en revanche, je sais que certains pays, à ma connaissance, comme la Tunisie, l'Algérie, le Kenya, le Rwanda et l'Afrique du Sud, qui en a plusieurs, ont leur propre satellite en orbite. Pour le Burkina, il faudrait que je me renseigne. Peut-être ça sera mes prochaines recherches de chercher à comprendre combien de pays disposent déjà leurs propres satellites en orbite. Mais en termes de programmes spatiaux, il y en a une vingtaine aujourd'hui. Mais comme un programme, c'est assez vaste. On ne sait pas, est-ce que tous ces programmes sont déjà prêts en termes de mise en orbite de satellites ou pas. Ok, ok. Voilà, le Alors, Nigeria, il y a le quelqu'un qui me dit Nigeria aussi le aussi. Nigeria, c'est possible. Voilà, bon, le Nigeria, c'est pas, ça sera quand même étonnant qu'il n'ait pas de programme spatial. Voilà, donc ben, le temps avance. Je pense on va commencer à arrêter, mais j'avais juste disons, des questions, deux questions rapides sur combien de temps, supposons qu'on veut lancer un nanosatellite, combien de temps est-ce que on a l'équipe, disons, les compétences qu'il faut, combien de temps il faut, juste une estimation, ça c'est un. Deuxièmement, quel Mhm. conseil vous avez Mhm. pour un jeune qui a quelques connaissances dans le domaine et qui veut lancer quelque chose, pas forcément un satellite, mais lancer un projet, une idée, quel conseil vous pouvez lui donner? Voilà. Alors, pour la première question, ça dépend de est-ce que tu veux construire le satellite bout en bout, toi-même, en fait, de l'industrialisation jusqu'à la finalisation du nanosatellite, et ou est-ce que tu veux collaborer, passer au travers une société qui fabrique déjà des satellites avec qui tu vas collaborer pour fabriquer ce satellite? Donc, suivant la position dans laquelle ou l'option que tu vas opter, la durée de développement jusqu'à la mise en orbite peut différer. Parce que si tu développes toi-même, ça voudrait dire il faut que toi-même tu aies les équipements de fabrication, tu aies les talents et ce qui n'est
assez compliqué si c'est pas un État ou une société déjà bien établie qui est spécialisée là-dedans. Ça peut te prendre plusieurs années avant de former les talents parce que les satellites, tu as plusieurs talents qui interviennent, des ingénieurs en télécommunications, les informaticiens, tu as des mécaniciens, tu as les ingénieurs en traitement de signal, tu as pas mal de sources, de compétences qu'il faut. En revanche, si tu collabores déjà avec une société qui fabrique des satellites et toi, tu commandes ton programme et tu suis, aujourd'hui, je peux recommander à des personnes intéressées des sociétés ou des organes qui font la gestion de projets bout en bout. Ça peut prendre un an, et voire même un an et demi pour être mis en orbite parce que déjà, ils ont en fait, toute la chaîne de valeur qui est là. Ils ne feront qu'assembler avec toi et choisir avec toi les équipements parce que suivant ta mission, est-ce que tu veux monitorer, par exemple, la météorologie? Est-ce que c'est l'image que tu veux capter? Est-ce que c'est un satellite espion ou peu importe? Donc, suivant ça, ça peut aussi être long parce qu'en fonction de ça, les capteurs embarqués vont différer et il y a certains capteurs qui demanderont des développements spécifiques. Ça peut être dû à cela. Donc, je dirais que si tu optes pour la deuxième, c'est que je conseillerais dans un départ avant que tu ne deviennes autonome. Ça peut prendre un an à 2 ans suivant aussi l'étendue du programme, de la mission que tu veux confier à ton satellite. Et après, la dernière question, c'est pour un jeune qui veut investir dans le domaine spatial, c'est d'abord se renseigner, se rapprocher s'il n'est pas du domaine ou s'il a un peu de matière, collaborer avec, par exemple, un centre de recherche ou une entreprise privée, ça peut l'aider à aller très, très vite parce qu'il y a pas mal d'organismes qui cherchent à collaborer avec des porteurs de projets. Par exemple, il y a l'Alliance New Space ici, il y a d'autres. Il y a aussi le New Space Africa qui se développe. Donc, il y a des startups qui veulent collaborer avec des porteurs de projets pour développer des projets spatiaux ou d'exploitation de ressources spatiales. Ça peut le permettre même de mûrir son idée parce que le plus souvent, on a une idée, mais quand on le confronte à la réalité, on réalise qu'il y a encore beaucoup à apprendre. On peut affiner son idée en le confrontant et en voyant ce qui se passe dans l'écosystème. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Mais c'est possible effectivement d'investir dans le domaine spatial en tant que jeune Africain en Afrique ou de la diaspora. Ok, merci, merci Jean Koivogi pour, pour ce conseil et en général même pour la conférence. C'est pas facile d'avoir des talents comme Jean. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique, je ne pense pas. Donc, merci d'être là et de partager. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller sur LinkedIn. De toute façon, on va prendre le lien et puis envoyer le lien de la newsletter et même le lien de Jean, son compte, pour ceux qui veulent vraiment le contacter et en savoir un peu plus. Merci encore pour avoir accepté, partagé. Merci à ceux qui ont rejoint. Je pense qu'on a, au pic, on a atteint une trentaine. Ça veut dire que quand même, il y a une sorte d'intérêt pour le domaine. C'est pas du divertissement, donc on n'a pas besoin de milliers de personnes. Donc, c'est normal. C'est Donc, ça. j'espère que de ce groupe-là, de ceux qui sont là, certains pourront creuser un peu plus et puis peut-être une personne va lancer quelque chose. Et à défaut du professeur Ouattara, peut-être que quelqu'un Yangouliba ou Kabore, quelqu'un, Diane va lancer quelque chose. Donc, du courage et ne baissez pas les bras, ne vous dites pas que voilà, c'est pas de notre niveau. On peut le faire. Je pense que Jean l'a montré. Il y a quand même un aspect du New Space qui est possible. Donc, je vous encourage énormément. Donc, merci encore. Et nous, on continue pour l'instant avec les conférences. Actuellement, c'est l'espace. Le soir, c'est le nucléaire. Vous verrez encore que bon, le nucléaire, c'est pas aussi la mer à boire, mais on verra bien. On verra le soir comment ça va se passer. Donc, sur ce, ben, je vous laisse votre soirée. Merci, Jean. Et puis, ben, j'espère que tu auras un bon déjeuner. Oui, merci. Merci. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment challengeant avec
avec tout le monde. Et j'ose espérer qu'on va continuer à échanger. Et merci encore à Amos et merci à tous les intervenants et participants. Et en tout cas, à Merci. bientôt sur les réseaux sociaux, surtout voilà, sur nos canaux de communication. N'hésitez pas, surtout comme Amon l'a dit, de rester en contact. Ouais, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et voilà, donc on se retrouve cet après-midi pour ceux qui ont le temps. Voilà. Merci et bye bye. Bye.